j'avais envie de prouver que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, on peut aller de l'avant. Je commence à développer une psychose en fait par rapport à mon corps. J'ai l'impression que je vais mourir. Je découvre ce que c'est l'anxiété généralisée. J'interviewe des coachs, des énergéticiens, toutes sortes en fait de profils qui moi servent à moi dans mon propre bien-être. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Reconversion produit par le Studio 29. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Pouliken, spécialiste en production de contenu et animatrice de podcasts et d'événements depuis plus de 10 ans. Communicante passionnée et créative, Laura est aussi la voix derrière l'Aléa, un podcast sur la santé mentale. Avec plus de 100 épisodes, elle donne la parole à des invités inspirants chaque semaine. Prépare-toi à découvrir son parcours fascinant. Salut Laura. Salut Julien. Bienvenue dans mon podcast Objectif Reconversion. Et bah écoute, je suis absolument ravie d'être dans ton podcast parce que j'ai beaucoup plus l'habitude de poser les questions que l'on m'en pose. Donc c'est un exercice qui est bizarrement moins facile, mais ça me fait plaisir d'inverser la tendance. Pour le coup, ça va être à toi de répondre à mes questions. Ouais. Et la première, elle est simple, elle est comme pour tout le monde, c'est que je vais te laisser te présenter en quelques mots, savoir ce que tu fais aujourd'hui pour les gens qui ne te connaissent pas et qui vont te découvrir aujourd'hui. Avec joie, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Moi, je m'appelle Laura Pouliken, j'ai 36 ans, je suis mariée à Arthur, je suis maman de 2 enfants, c'est très important de le dire, ouais. Surtout quand on est entrepreneur. C'est clair. Je suis donc entrepreneur depuis, ça passe tellement vite, depuis 4 ans aujourd'hui. Je suis finalement créatrice de contenu écrit et audio, donc à mon compte et donc sur mes propres comptes. Donc j'ai un compte Instagram Low From Paris, un podcast qui s'appelle l'Aléa que je tiens avec passion depuis 4 ans et puis évidemment je travaille pour le compte de mes clients, donc que ce soit en création de contenu audio, donc tout ce qui est épisode de podcast ou post LinkedIn, le ghostwriting ou encore contenu plus long comme des newsletters. Eh ben, c'est très bien, mais il y a eu des évolutions dans ton parcours et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Exactement. C'est que tout ça n'est pas un long fil conducteur, il s'est passé des étapes. Et ce que je propose, c'est qu'on fasse un peu machine arrière et qu'on apprenne à te découvrir, notamment dans ton parcours scolaire. Quelle étude tu as fait et quel est ton parcours scolaire au démarrage ? Ok, pas de problème. Donc, on rembobine. C'est ça. Moi, j'ai un bac ES. Je crois que ça a complètement changé pour nos gosses dans quelques années. Mais en tout cas, j'ai fait un bac ES. J'ai fait ensuite un IUT, GEA, donc gestion des entreprises et d'administration. Je le souligne parce que je pense que ça m'a plus servi, désolée, que l'école de commerce. C'était une très, très bonne formation. Ensuite, j'ai fait une école de commerce, l'ESC Tours Poitiers. Bon, je rigole, c'était une très bonne formation, mais j'ai plus appris à boire qu'à travailler. Et ensuite, j'ai commencé tout de suite en fait ma carrière à l'étranger. Moi, je suis partie à Hong Kong. En fait, j'étais un peu dans des études. J'étais pas, je pense, dans une génération où on écoutait beaucoup les enfants, les adolescents dans leur construction et dans ce qu'ils avaient envie de faire. Donc en fait, j'ai un peu suivi la voie classique par papa qui avait un fort besoin de sécurité, de sûreté. Et donc en fait, c'est bien ma fille, tu feras une école de commerce parce que ça t'ouvre un tas de perspectives après. Ce qui n'est pas faux, mais c'est vrai que du coup, j'ai peu appris à m'écouter, à écouter mes propres envies, ce que je ne reproduis pas aujourd'hui avec mes enfants. Et du coup, j'étais communicante, j'aurais peut-être fait autre chose si on m'avait plus écoutée. Et j'en veux absolument pas à mes parents, attention, mais voilà. J'ai fait la voie royale, mais rapidement, j'ai eu besoin d'émancipation, de liberté. Et c'est pour ça que j'avais une soif d'étranger énorme. Et dès que j'ai pu partir à l'étranger, parce que justement, m'émanciper de mes parents et de toute cette... de ce bagage sûreté qu'on m'avait mis entre les mains, je suis partie à Hong Kong. Donc, j'ai commencé ma carrière, à travailler à Hong Kong. Et justement, pour revenir là-dessus, quand toi, tu étais jeune adulte, on sait que c'est très compliqué. Enfin, en tout cas, c'était très compliqué et je pense que c'est toujours aussi compliqué pour un enfant, un ado, de savoir ce qu'il va faire plus tard. Et c'est quand même la question qu'on lui pose aujourd'hui lorsqu'on choisit son bac, etc. Quelles études tu as envie d'aller, vers quoi tu veux faire ? Alors que la réalité, c'est que 90% ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce que toi, tu avais quelque chose qui te passionnait ? Est-ce que tu avais, avec du recul maintenant ? Ouais, complètement. Moi, j'étais très littéraire. Donc, j'ai toujours été très bonne en français, très bonne dès qu'il fallait rédiger. Je faisais beaucoup de théâtre. J'ai fait 10 ans de théâtre. Donc, peut-être que je serais plus allée vers des voies, journalistiques, des voies peut-être Sciences Po. Enfin, en tout cas, des voies peut-être plus littéraires et où j'aurais mis un petit peu plus de passion qu'une voie comme une école de commerce, même si encore une fois je ne dénigre pas du tout et c'est des très bonnes études, mais peut-être pas
ce que j'aurais fait peut-être naturellement. Ouais, je comprends. Et donc là, finalement, donc tu pars à l'étranger. Quel est ton domaine d'activité justement à ce moment-là et quel est le boulot que tu fais? Après, du coup, même après l'école de commerce, je me suis tournée vers la communication et vers la rédaction. Donc j'ai commencé en tant que community manager en fait dans une start-up à Hong Kong. Okay. J'ai travaillé pendant plus de 2 ans là-bas. Bon, entre-temps, ma start-up a fait faillite, donc j'ai retrouvé un boulot et tout ça. Mais ça m'a permis, déjà, c'était une première étape de comprendre voilà, qui j'étais et vers quoi j'avais envie d'aller. Voilà. Et qu'est-ce que tu retiens justement de cette première expérience à l'étranger parce que c'est ta première vraie expérience professionnelle, ouais. En plus à l'étranger. Ouais. Donc comment tu le vis et qu'est-ce que t'en retiens aujourd'hui? J'en retire que déjà à l'étranger, on est désinhibé en fait du regard des autres et qu'on ose beaucoup plus. Et en fait après j'ai aussi osé beaucoup plus. J'ai eu plus d'audace en fait dans tout ce que j'ai pu faire par la suite, puisque justement pas dans notre environnement normal, donc beaucoup plus dans une sortie de zone de confort. Donc je pense que ce qui m'a appris le plus en fait, c'est d'être audacieuse et de pouvoir après quelques années du coup peut-être plus oser me lancer à mon compte et m'affranchir, on va dire, des codes. Et ça dure combien de temps, ce passage justement à l'étranger? Ça dure 2 ans. Okay. Après, je rentre en France. Je rencontre le père de mes enfants, du coup. J'ai ma première fille. Et je sais que, du coup, j'ai envie de repartir et j'ai envie de lancer à mon compte. Donc, du coup, je suis en CDI à ce moment-là. Mais j'ai des appels très forts quand même de liberté. Donc, je suis copywriter en agence. Ça se passe très bien. Pour le coup, j'ai eu de la chance. J'ai eu toujours des expériences professionnelles en CDI qui se sont très bien passées, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir justement des bons managers. Moi, j'ai de la chance, je suis toujours très bien tombée. Mais par contre, envie de liberté, j'ai mon blog aussi depuis longtemps. J'ai toujours des sides, en fait, à côté de ton boulot. De mon boulot. Okay. Je suis journaliste, reporter pour des magazines. J'ai lancé un blog avec lequel j'avais créé un statut auto-entrepreneur. J'ai créé mon podcast aussi, l'Aléa, à peu près au moment où j'ai eu ma fille, donc en 2019. Mais je rencontre mon mari, j'ai ma fille et je sais que j'ai encore envie de me lancer. Et du coup, moi, comme je suis beaucoup plus adaptable avec mon parcours, je demande à mon mari s'il a des opportunités, qu'il fonce dessus. Il se trouve qu'il a une opportunité à Dubaï. Donc, on se pose quand même beaucoup la question parce que Dubaï. Et puis finalement, on saute dans l'avion et puis on y va. Donc on part à Dubaï avec notre fille sous le bras qui a 5 mois et on repart là-bas et c'est à ce moment-là que je me lance à mon compte. Du coup. Et toi, ton mari, il est dans quel domaine d'activité? Il est dans la sûreté à l'international. Okay. Donc il est consultant en sûreté. Et comment il vit justement le fait que là, tu as un statut CDI, on va dire, avec une certaine sécurité de l'emploi. On sait que l'entourage est ultra important lorsqu'on se lance, puisqu'il y a toujours ce sas un peu d'inconnu, que ce soit financier, que ce soit... Exactement. Bref, il y a tout un sas. Comment lui, il le vit? Est-ce que, justement, sans préjuger aucun, mais ça peut être un peu dur, ou est-ce qu'au contraire, il pousse et il dit go, je suis avec toi, on le monte ensemble et puis on voit ce que ça donne, quoi. Il est avec moi, déjà il me connaît, donc il sait très bien que j'ai déjà de l'argent qui est généré à côté de mes CDI, j'ai lancé des sides, que j'ai un profil vraiment slasheuse, que j'ai beaucoup d'envie, donc il me connaît, il m'a prise en connaissance de cause. Enfin, au moment où je l'ai rencontré, je vendais des e-books sur Hong Kong. Enfin voilà, j'ai toujours eu cet esprit. Donc en fait, je pense qu'il me faisait confiance et il avait au départ, en tout cas, un package qui nous permettait, moi, de me lancer convenablement et en attendant de générer de l'argent. Donc j'avais la chance de pouvoir avoir quelques mois devant moi. Et puis en plus, je faisais une rupture pour suivi de conjoint. Donc quand on fait une rupture pour suivi de conjoint, on a le droit au chômage quand on rentre en fait en France. Donc j'avais aussi cette sécurité de se dire, ok, bon là, je vais pas pouvoir toucher le chômage, mais comme je te suis et qu'en gros c'est pas de mon fait, je peux le toucher le chômage après. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir pour ceux qui nous écoutent, parce que moi je savais pas forcément que quand c'est pour suivre quelqu'un, tu as le droit au chômage en fait. Non, pour le coup, c'est une information qui est très importante, que moi je le savais pas non plus, pour être honnête. Et je sais qu'aujourd'hui on a cette chance là quand même d'être dans un pays où il y a beaucoup d'aides qui peuvent nous aider à nous lancer et à nous donner justement ce confort, en tout cas cette petite sécurité qui nous permet de dire allez go, on y va. Mais je savais pas qu'on avait cette possibilité si jamais on revenait après en France. C'est ça. Ok. Ouais. Et comment te vient l'idée, puisque tu l'as dit dans ton parcours avant de partir, tu commences à créer ton podcast, l'Aléa. Ouais, l'Aléa, exactement.
pourquoi tu crées le podcast et pourquoi l'Aléa? Et écoute, pourquoi? C'est une très bonne question. En fait, pendant mon congé mat, déjà, j'ai pas fait d'études journalistiques, mais je donnais des interviews parce que j'étais reporter dans plusieurs magazines à côté de mon boulot. Donc du coup j'avais l'habitude de cette interview et j'aimais justement comme tu as dit avant même qu'on enregistre, pouvoir connaître en profondeur la personne avec les questions qu'on lui pose, et pour moi c'était le meilleur moyen de s'immerger dans la vie de quelqu'un et dans le parcours de quelqu'un. Donc en fait pendant mon congé mat, c'était un peu le début des podcasts. Il n'y en avait pas énormément. Il y avait Bliss, Génération Do It Yourself, La Matrescence, mais ça faisait 1 ou 2 ans qu'ils existaient. Et comme j'étais enceinte, j'écoutais Bliss, le podcast de Clémentine Gallet. Et je me suis dit, purée, le format est hyper chouette. Donc en fait, j'ai envie de lancer le mien. Et pourquoi l'Aléa? Parce que je pense que c'était une notion qui m'était chère. C'était que j'avais envie de prouver que même dans la vie, on traverse tous des aléas, positifs ou négatifs, et qu'on peut toujours s'en relever. Et autour de moi, sans dévoiler la vie de mon entourage, mon mari a une situation un peu compliquée. Il a traversé beaucoup d'aléas personnels. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un d'extrêmement résilient, extrêmement... successful, c'est pas parce que c'est mon mari, mais c'est vrai. Non, mais t'as le droit. Du coup, et tant mieux. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'était l'exemple parfait, que j'avais envie de prouver que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, on peut aller de l'avant. Et du coup, c'était une notion qui était très forte, c'est de focuser sur des aléas dans la vie d'une personne et de montrer qu'ils arrivent à en faire une force. Et donc voilà, ça m'est venu comme ça tout simplement, et j'avais envie de... Au début, c'est un prétexte en fait pour rencontrer les gens et poser des questions. Oui, de toute façon, comme je te disais en off, je trouve le podcast de toute façon est le meilleur format, je pense, aujourd'hui pour justement avoir ce type de discussion, et au-delà d'interviews classiques, de savoir exactement de quoi on parle, de connaître les gens, et je pense que c'est le meilleur format aujourd'hui qui existe. Il s'est développé entre-temps, mais je trouve que ça reste le meilleur format. Donc on revient sur ton parcours, tu pars à Dubaï. Ouais, je pars à Dubaï. Donc avec votre fille qui est toute petite. Je pars à Dubaï et je me dis... Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Vas-y, mais on va aller sur ça. Qu'est-ce que tu te dis, justement? Et je me dis que ça va être simple. Je me dis, j'ai une gamine, j'ai déjà vécu à l'étranger, je vais me lancer à mon compte, ça va aller, quoi. Mais en fait, je vis peut-être la période la plus noire de mon existence. Qui vient un peu taper à la porte sans même prévenir. Alors ça, je sais pas si c'est le départ à Dubaï, qui est quand même une ville, je sais pas si tu connais Julien, mais c'est vraiment un endroit, Dubaï, où il faut déconnecter de tout ce qu'on connaît en France et se refaire complètement à un mode de vie où on marche plus, où il y a la voiture, on va d'un point A à un point B, où... le climat est complètement différent, où les habitudes sont complètement différentes, le mindset est complètement différent. Enfin voilà. Je ne sais pas si cette arrivée à Dubaï, qui au départ, pas dans de très bonnes conditions, parce qu'on n'était pas très bien logés au début, avec une toute petite fille, ou le fait que je devienne maman, qui est quand même un gros bouleversement, surtout pour une femme, ça remet en question beaucoup de choses. On a un nouveau statut, ça peut faire ressurgir des traumas passés, nos propres rapports à l'enfance et tout ça. Ou alors le fait de me lancer à mon compte, mais en fait, je commence à avoir des douleurs à Dubaï. Donc, je commence à avoir des douleurs. Sous quelle forme, les douleurs? Un peu des points de tension. Je commence à avoir envie de vomir. Je commence à avoir mal à la tête. Je commence à avoir du mal à respirer. Je commence à vraiment pas être bien. J'ai l'impression que j'ai quelque chose de grave, et donc je vais chez un médecin, puis un deuxième, puis un troisième. On a de la chance à Dubaï, tu peux faire des échographies dans la journée, donc ça c'est cool. C'était moins cool, c'est que je passais ma vie chez le médecin, et en fait je commence à développer une psychose en fait par rapport à mon corps. J'ai l'impression que je vais mourir, que je vais avoir un cancer généralisé, et je découvre ce que c'est l'anxiété généralisée. Plus, avec des pensées parasites, avec parfois tellement de douleurs que j'arrive pas à me lever de mon lit, je peux pas m'occuper de ma fille. Alors heureusement et malheureusement, c'est le Covid et le confinement qui arrive 2 mois après notre arrivée, donc mon mec bosse à la maison, donc il peut assurer avec ma fille, qui est un bébé en fait à ce moment-là. Mais en fait, je vis une traversée du désert que je nomme pas.
Parce qu'en fait, t'arrives pas à identifier. Non, je n'identifie pas, je ne crois pas les médecins. J'ai des pensées parasites, mais qui m'empêchent même de travailler. Enfin, je suis en train de travailler, je suis en train d'ouvrir un livre, enfin un truc ou une page d'ordinateur et j'ai des flashs, tu vas mourir. Enfin, vraiment des trucs très, très, très invisibles, mais pour le coup extrêmement bâtards. Et en fait, je lutte contre ça en permanence et jusqu'au moment en fait, où je mets, mais au bout de plus de 2 ans, des mots sur ce que j'ai, c'est des douleurs neuroplastiques. C'est un dérèglement en fait, du système nerveux et donc ça vient de la tête. Et en fait, ça me fait... chaque sensation sur mon corps est décuplée. Et en fait, du coup, voilà, je pars dans un... Et comment, justement, tu arrives au bout d'un temps très long? Parce que cette situation, pour toi, ça a dû paraître interminable. Je me lance quand même à mon compte en parallèle, je fais des choses et c'est invisible. Et c'est ça le pire, en fait, c'est que c'est invisible. C'est que j'ai des remarques de mon entourage qui ne se rendent pas compte, en fait, mais qui me disent « Mais attends, mais pourquoi tu es comme ça? Le jour où tu auras vraiment quelque chose, qu'est-ce que tu feras, en fait ?» Et tu te dis « Mais putain, enfin, ta tête... » Heureusement, mon mari était hyper compréhensif avec ça. Mais en fait, l'enfer, quoi. Et comment tu poses justement ces mots et ce diagnostic Par hasard. Ok. Par hasard, sur Instagram, je tombe sur une nana. C'est une copine qui m'envoie et qui me dit « Ça me fait penser à ce que tu as. » Et en fait, je trouve le terme douleur neuroplastique, ce qu'on appelle aussi spasmophilie. Et en fait, les douleurs neuroplastiques, c'est vraiment ce dérèglement du système nerveux. Et à partir du moment où je pose ces mots, j'arrive à faire le travail inverse de me dire « Ok, putain, je sais ce que j'ai. Donc, je sais comment travailler, en fait. » Ça te rassure d'une certaine manière? Ça me rassure. Et puis surtout, je commence en fait un peu une guérison sur me dire « Ok, bah, je sais comment travailler dessus. » En fait, comment apaiser mon système nerveux avec des exercices, voilà. Et comment tout ça a impacté justement, parce que tu le dis, tu lances ton business en parallèle. Bah, ça se voit pas en fait, c'est ça le truc, c'est que je donne le change et ça se voit pas, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi je me lance à mon compte, j'ai mon podcast qui est quand même mon plus gros business à ce moment-là, même si je génère pas encore d'argent avec, mais en fait je commence à lancer une formation podcast en ligne, parce que j'ai plein de demandes, comment tu lances ton podcast, machin, donc je lance une formation podcast, je lance un accompagnement podcast, à côté je fais des missions social media, et en fait... comme je suis à mon compte, j'arrive à organiser mon business comme je veux, mais et ça se voit pas. Donc je pense que les gens, il y a plein de gens après coup qui m'ont dit putain, tu vivais ça en fait, parce que ça se voit pas. Ouais, t'arrivais à le masquer le temps. Dès que j'étais dehors, je donnais le change, même si c'était parfois très compliqué. C'était avec mon entourage que je replongeais quoi. Donc j'arrive quand même à à me lancer à mon compte en faisant des choses, et ça me fait du bien. D'ailleurs, c'est comment tu vis justement ce changement de statut où tu es salarié d'une boîte, etc. Et donc là, pour le coup, c'est toi toute seule qui te débrouille dans ta barque. C'est un peu compliqué. Et en même temps, c'est quand même... Il y a une vraie solidarité sur les podcasteurs. Tout de suite, je le vois. Il y a Anne Fleur du podcast French Expat qui lance je me souviens plus, un Discord ou je sais plus quoi, enfin un espace pour qu'on puisse tous communiquer. Donc il y a quand même, j'ai de la chance de me lancer dans un métier où il y a vraiment une grosse communauté, enfin on n'est pas énormément, donc il y a une communauté très forte d'entraide. Donc ça va. J'ai mon mari qui me soutient, j'ai quand même, je rejoins des groupes d'entrepreneurs à Dubaï. Voilà, le Dubaï pour le coup, il y a beaucoup le marché entrepreneurial est très dynamique, donc je rejoins des groupes d'entrepreneurs, je communique beaucoup avec les podcasteurs en France et voilà, donc ça va. Et donc tout ça se met en place, ça va, tu trouves donc ce fameux terme et ce dysfonctionnement que tu as. Et comment la suite justement se passe à partir du moment où tu sais comment entre guillemets faire face à ça et faire en sorte que ça n'arrive plus ou que ça arrive moins en tout cas. Et ça déjà il y a une grosse aide de mon podcast. Moi mon podcast L'Aléa, c'est ce que je dis toujours, c'est que ça fait plus de 4 ans qu'il existe, mais il correspond vraiment à des périodes de ma vie et ce que j'avais envie d'entendre à ce moment-là. En fait à ce moment-là c'est une thérapie mon podcast, mais genre vraiment. Et ça peut être... Tous les podcasts ont des rôles différents, mais pour moi, à ce moment-là, c'est une thérapie parce que du coup, je vais aller interviewer des gens dont je veux les réponses. Donc, en fait, on se sent pas bien dans un environnement, je vais aller interviewer une experte en fait des environnements qui va t'analyser pourquoi c'est possible de se sentir pas bien dans un environnement. On ressent une fatigue physique énorme qu'on n'arrive pas à combler, et donc en fait, du coup, j'interviewe des coachs, des énergéticiens, toutes sortes en fait de profils qui moi
servent à viennent toi. m'aider, qui me servent à moi dans mon propre bien-être. Et donc, c'est pour ça que... Donc déjà, j'ai vraiment mon podcast qui m'aide aussi. C'est vraiment un accompagnement. Et puis, j'en vis à côté parce que je vends des formations et des accompagnements. Donc, c'est tout bénef. Et après, je rentre en France. Parce qu'en fait, je me rends compte que Dubaï n'est pas forcément un environnement pour moi, qu'on a tous des environnements qui résonnent avec notre énergie ou non. Et ça, c'est vraiment une chose à comprendre et à savoir. Et j'en vais à la conclusion que même si Dubaï, j'adore pour plein de plein de sortes différentes, voilà, c'est pas adapté à moi, mon énergie. Et donc, du coup, on rentre en France. On prend la décision d'entrer en France. Et professionnellement, par rapport à ton mari, justement? Et professionnellement, il a réfait à la fin d'un cycle. Ça fait 3 ans qu'il est à Dubaï. Donc, il a fait son expérience. Donc, il est aussi prêt à rentrer. Donc, ça se passe très bien. Entre-temps, j'ai mon 2e enfant aussi à Dubaï. Et on rentre à 4, du coup. Donc bon, il y a un petit qui arrive entre-temps voilà, et vous êtes un peu plus nombreux. Ouais. Comment se passe ce retour en France, justement, où tu as vécu cet entrepreneuriat en étant à Dubaï, donc avec forcément une mentalité différente. Ouais. Tu arrives en France, les codes sont forcément différents, où il y a des choses différentes. Comment justement tu réadaptes tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as fait à distance? Là, tu reviens au cœur, entre guillemets, des gens. Ça se passe très bien en fait, parce que je suis riche de toutes mes expériences aussi à Dubaï, parce que j'ai fait une chronique radio aussi sur les initiatives positives à Dubaï. Donc je me suis lancée aussi à la radio à Dubaï. J'ai couvert un podcast pour l'Expo 2020 universelle. Donc j'ai fait aussi beaucoup d'expériences que je peux aussi valoriser en France. J'ai plus d'assurance, j'ai plus de confiance. Donc voilà, même si ça a été en partie douloureux, je suis riche aussi de ça. Et donc du coup, ça se passe très bien et j'ai plein de nouveaux projets qui viennent à moi quand je rentre en France aussi. Et donc justement, comment tu t'organises en France par rapport à ton expérience pro en tant que là, pour le coup, parce qu'on va revenir quand même dessus, tu restes une maman avec les engagements que tu vas avoir vis-à-vis des enfants. On sait que c'est compliqué dans l'organisation, papa, maman, etc., de tout le monde s'organiser. Comment toi, tu arrives en étant une femme entrepreneur et en même temps maman de 2 petits-enfants? Je reste à mon compte. Au départ, je trouve pas de mode de garde pour mon fils quand on rentre. Donc, je le gère pendant 8 mois. Donc, ça, c'est pas énormément évident. Au départ, quand je rentre, j'ai des clients donc, dans le podcast, en accompagnement podcast. Et aussi, je fais pas mal d'écrits. Donc, je gère un compte Instagram d'une marque et j'ai un autre client. Et je gère les newsletters d'un autre client. Donc, ça, c'est pas évident de tout gérer de front, parce que du coup je dois un peu bosser le soir, la nuit, donc ça c'est pas extrêmement évident. Après j'arrive à trouver je fais mes calls quand il dort dans la poussette, je bidouille quoi. J'apprends aussi à dire non, parce que j'ai beaucoup de sollicitations justement quand je rentre en France. Et j'apprends à dire non, même si parfois c'est des belles opportunités, je me charge pas plus en client. Et voilà, donc, et puis au bout de 8 mois, je trouve un mode de garde et puis je décide de rester à mon compte. Et voilà, et aujourd'hui, je suis toujours à mon compte. Et ça a toujours été évident, justement, quand tu rentres, de rester à ton compte? Ouais. Parce qu'on entend souvent dire, une fois qu'on s'est lancé à son compte, c'est très compliqué de faire marche en arrière. Est-ce que toi, tu l'as ressenti aussi? Choisir mes projets... c'est une liberté, un bien-être, et surtout aussi entre-temps, vu que j'ai vécu une période très noire dans mon existence, même si pour certains ce ne sera pas très noir, mais quand on vit l'anxiété généralisée, je peux vous jurer que c'est très noir. Je suis très spécialisée dans le bien-être, en fait, le bien-être d'esprit, dans le bien-être physique, et donc en fait, je me connais mieux, j'ai une meilleure connaissance de moi-même, de mon fonctionnement, de mon système nerveux, donc je vais mieux choisir mes clients. Et c'est vrai qu'après, je me lance un peu dans tout ce qui est bien-être, et j'arrive à capter des clients qui me ressemblent, qui ont des valeurs très fortes de bien-être et tout ça. Et donc en fait, après, je le vois aussi, en fait, moi, comme j'ai changé, j'ai peut-être une énergie, en fait, je me connais mieux plutôt, donc en fait j'arrive à attirer des clients aussi qui résonnent avec mon énergie et qui me correspondent parce que je me connais. Et donc en fait, pour le coup, ça rejoint mon podcast. En fait, cet aléa m'a permis d'en faire une force, parce qu'aujourd'hui, voilà, je connecte plus avec les personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler. Donc, et là, par rapport à ce que tu disais au démarrage, aujourd'hui, tu as entre guillemets pas mal de cordes à ton arc, en tout cas d'activités, que ce soit avec le podcast, que ce soit avec l'accompagnement écrit, LinkedIn, Insta. Je suppose que tu es sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, justement, est-ce que ça résonne en toi, tous ces sujets-là, ou est-ce que tu as envie, dans ton évolution, de te spécialiser à des endroits ou de pousser
des envies plus tard d'aller un peu plus loin sur un sujet en particulier? Bah non, franchement, Non. je suis bien comme je suis en fait. Je suis vraiment en 360 sur de contenu écrit audio. J'ai un panel de sujets et aujourd'hui, voilà, la priorité de tous les clients, c'est qu'ils aient un impact social, sociétal, écologique. C'est vraiment le maître mot, on va dire, des gens que j'accompagne. C'est que ce soit en ghostwriting, je fais du ghostwriting, je fais de la rédaction de posts LinkedIn pour des dirigeants. Voilà, c'est toujours des dirigeants qui partagent mes valeurs. Parce que c'est principalement ça que je fais en fait en écrit, donc je suis, on va dire, spécialisée sur ça, en tout cas dans la partie écrite. Et dans la partie audio, bah moi je vis de mon podcast, donc je fais des collaborations en fait avec des marques par rapport à mon podcast et j'écris pour des podcasts de marque. J'écris des épisodes pour des podcasts de marque. Donc c'est ce que je fais. Après, à côté, j'anime aussi, je suis beaucoup sur l'animation, l'interview, parce que j'ai lancé des événements qui s'appellent Les Audacieuses avec 2 autres podcasteuses. Donc, je fais beaucoup d'animation d'événements, d'interviews, et ça aussi, ça me plaît énormément. Donc si je pouvais un petit peu aussi pousser ça, mais bon, je reste dans mes... Voilà, après, c'est pas très éloigné, quoi. Oui, aujourd'hui, tu as trouvé ton équilibre entre tes activités pro, casquettes, côté maman, bref, perso, bref, de trouver cet équilibre justement qui t'a potentiellement peut-être fait un peu de défaut à un moment donné dans ton organisation et le fait que cette anxiété soit ressortie un jour. On arrive vers la fin de cet épisode. J'aime bien faire quelque chose, c'est que j'aime bien... que tu essayes de prendre un peu de hauteur et de regarder un peu derrière toi, justement, sur ce fameux parcours de cette école de commerce que tu n'es pas forcément le bon chemin et de ce que tu es aujourd'hui. Quel regard tu portes, justement, sur ce parcours-là? Est-ce que tu arrives à prendre conscience de ce que tu as fait, de là où tu en es arrivé, du chemin peut-être qui reste à parcourir? Comment tu pourrais, justement, analyser ça en essayant, et ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on ne regarde pas très souvent derrière nous, mais d'analyser ça? Ok, je pense que l'écoute de soi, c'est extrêmement important. C'est pas facile comme question, mais... C'est souvent très compliqué parce qu'on prend très peu le temps de regarder derrière et on a du mal à poser des mots sur des choses qui sont sur nous. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu es fière de ce parcours-là, justement, fière d'avoir traversé, je suis réussi à traverser ces périodes très difficiles? Oui, je suis très contente de ça parce qu'en fait, je pense que tous les aléas qu'on traverse et toutes les périodes noires qu'on traverse, ça fait une personne qu'on est aujourd'hui, en fait. Et c'est ça aussi qui fait notre force et qui arrive à un moment donné pour justement nous faire évoluer. Donc ça, je suis hyper contente. Et si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Parce qu'en plus, je sais que en tout cas, en ce qui concerne l'anxiété, tout ce qu'on traverse, c'est que ça doit ressortir à un moment donné, en fait. Il se trouve que c'est ressorti à ce moment-là, mais ce serait ressorti à un autre moment si j'avais pas vécu à ce moment-là. Donc, je pense que oui, faut en faire une force, même si c'est très, très dur. Il faut se dire que ça arrive pour une raison. Après, moi, je suis très croyante par rapport à ça. Donc, je pense que les choses qui nous arrivent sont là aussi quelque part sur notre chemin pour nous faire évoluer. Donc, le fameux destin. Oui, c'est ça. Et pour finir, une petite dernière question. C'est un podcast qui est dédié beaucoup au changement de vie, aux difficultés justement à changer de vie, ce qui est compliqué, que ce soit avec l'entourage, que ce soit avec la peur d'y aller, etc. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui potentiellement nous écoute, justement, qui est dans cette phase un peu... qui se pose des questions. Il sait que c'est pas le bon endroit, mais a envie de se lancer à une passion, à une envie, n'importe laquelle, d'écrire ou autre. Quel petit conseil tu pourrais donner, peut-être en parallèle avec ton parcours de le faire, de se dégager du temps pour le faire. Vraiment, de le noter dans son agenda au même titre qu'autre chose en fait. Sur une pause, t'es en CDI, tu as une pause déj de 1 heure, ok, tu notes dans ton agenda comme tu te noterais un rendez-vous, 1 demi-heure, t'écris ou tu fais ce que tu as envie de faire en fait. De le faire et de le faire. Et d'écouter son intuition aussi pas mal, même si c'est assez dur parfois de se connecter à son intuition. C'est le premier sentiment qui te vient quand tu penses à quelque chose en fait. Tu penses à quelque chose aussi, c'est quoi ton premier sentiment ? Ok, par exemple, je dis n'importe quoi et je trouve aussi qu'on est des êtres évolutifs et faut pas s'attacher à quelque chose à tout prix parce qu'on l'a lancé, parce qu'on a créé et en fait que c'est ok de se dire ok ça me correspond plus donc je le lâche. Et ça aussi je sais que voilà il y en a du mal, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à lâcher des projets qui ne leur correspondent plus, tout ça.
En fait, se dire, ok, mais en fait, si tu le lâches, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Écoute-toi là tout de suite tes sensations, parce que le corps il trahit pas en fait. Ouais, c'est clair. Et c'est ça en fait que je leur conseille, c'est que de se dégager du temps et de s'écouter ce qu'ils ressentent, leur ressenti. Non, je pense que c'est un très bon conseil, un double très bon conseil Ouais. pour le coup. Merci beaucoup Laura pour ce avec plaisir. partage d'expérience et de vie. Et puis on va continuer de suivre donc le podcast La Léa, Ouais. où on sait maintenant que c'est aussi une thérapie sur certains points. Donc voilà, on sait que c'est très personnel et c'est ça qui est intéressant. Merci à toi. Merci beaucoup Julien. Merci. C'est la fin de cet épisode d'Objectif Reconversion. J'espère que cet échange avec Laura Pouliken aura nourri tes réflexions et donné l'envie de te lancer. Pour ne pas manquer le prochain épisode, abonne-toi à mon podcast sur tes plateformes préférées. N'hésite pas à liker, commenter et partager sur tes réseaux. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. C'était très chouette. Je pense que ce podcast est d'utilité publique pour ceux justement qui ont envie de changer de vie ou de se reconvertir. Je suis extrêmement heureuse de vivre une vie plus alignée, ce qui est finalement pour moi un peu l'objectif d'une vie.